Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer ce nouveau cours TD de R pour cette semaine. Comme d'habitude, vous allez devoir soumettre votre rendu, donc l'uploader sur Moodle. Alors cette fois-ci, on ne vous demande pas un upload pour ce vendredi, on vous le demande pour la semaine prochaine, le 9 avril. Donc avec deux fichiers à envoyer, comme d'habitude, votre fichier R Markdown et le fichier HTML associé. Voilà, donc vous avez jusqu'au 9 avril. Vous avez largement le temps pour faire les choses et un conseil, donc c'est à vous de voir évidemment, mais un conseil, c'est vraiment d'utiliser cette demi-journée que vous avez là, jeudi matin, de 9h à midi, eh bien pour finir de travailler en R pour cette semaine. Donc vous faites tout dans les 3 heures que vous avez. En tout cas, essayez de vous donner cet objectif-là. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez retravailler les choses un autre jour. C'est aussi pour ça qu'on vous laisse du temps. Mais moi, personnellement, je vous conseillerais, si vous en avez la possibilité, d'utiliser ces 3 heures pour travailler sur R, de bien faire les choses, de soumettre votre travail à la fin de ces 3 heures. Donc, typiquement, à midi moins 10 ce jeudi, hop, vous soumettez les choses, comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez passer à une autre matière. Voilà donc comment cette matinée s'organise. De 9h à 10h30, vous travaillez sur la vidéo, voilà, ça peut vous prendre plus ou moins de temps. Si évidemment vous faites bien les choses, ça veut dire que vous-même vous testez, vous écrivez les choses sur votre propre console RStudio, donc ça c'est très bien et ça vous prend évidemment un petit peu de temps et c'est normal. Donc, mais vous avez largement le temps de le faire entre 9h et midi. Sachez simplement que à partir de 10h30 ce jeudi jusqu'à midi, hein, donc sur 10h30 midi, le chat est ouvert sur Moodle et on répond à vos questions. Voilà, donc profitez-en, si voilà, vous êtes en train de faire le TD, vous avez des difficultés, profitez de ce chat. On a reçu un certain nombre de questions, donc je vous ai déjà envoyé des mails aux uns et aux autres. On a reçu un certain nombre de questions, alors pas tant que ça, mais quand même, peut-être 5, 6 sur des difficultés à utiliser RStudio de manière générale, en particulier pour faire du Markdown. Donc ça, on verra, peut-être que vous pouvez le poser en chat, mais même si c'est pas facile, parce que ce sont souvent des bugs de type informatique, de type installation de package et de dépendance vis-à-vis de Windows. Donc c'est vraiment pas simple de faire ça à distance malheureusement. Bon, vous pouvez peut-être le tenter via le chat ce jeudi sur 10h30 midi. Sachez quand même, et donc j'insiste là-dessus, donc pour la troisième ou quatrième fois, si vous avez des difficultés, vous pouvez tout à fait utiliser le RStudio Cloud. J'avais mis l'adresse, vous créez un compte et vous pouvez faire du R dessus. Et c'est une belle installation de R, elle est complète, vous pouvez l'utiliser. Généralement, on a beaucoup moins de soucis pour travailler. Voilà, donc je vous invite vraiment à travailler là-dessus de manière à ne pas perdre de temps. Ça vous permet, en utilisant le RStudio Cloud, si vous avez des difficultés chez vous à installer le RStudio et à le faire tourner sur Markdown, utilisez le serveur que je vous ai envoyé et ça vous perdez pas de temps, vous faites les choses, vous pouvez faire vos TP, etc. Voilà. Alors, cette semaine, on va continuer ce qu'on faisait évidemment la semaine dernière. Donc, je vous rappelle, la semaine dernière, on a vu pour la première fois l'utilisation de R Markdown et on a utilisé R Markdown pour corriger le TD d'avant, le TD5. On n'a pas fini. Il nous reste quelques fonctions à voir. Donc, c'est ce que je vais faire là. Vous voyez, je suis sur TD6 correction. Donc, je vais mettre les dernières fonctions qui nous manquent pour le TD5. Et ensuite, on va passer au dernier TD, le TD7. Voilà. Donc on en était là, on était en train de travailler sur des fonctions qui permettent de faire des produits de matrices. Voilà. Donc vous avez une fonction qui est là, elle prend deux matrices en entrée et elle permet de faire le produit matriciel. Voilà. Alors ensuite, on vous demandait de faire une autre fonction qui s'appelle prod2. Voilà, donc je vous fais un copier-coller pour que de correction. Donc cette fonction prod2,
Elle fait le même travail que la fonction prod, hein. C'est la même idée. Elle est là. Et elle prend elle aussi deux matrices en entrée. Mais à la différence de la fonction précédente, ici, rappelez-vous, on a codé le produit matriciel, et on l'a codé avec un produit spécial, avec un pourcentage fois pourcentage. Donc ça, c'est vraiment en R, le vrai produit matriciel entre deux matrices A et B. Et pour vous entraîner à écrire un petit peu les choses vous-même en R, on vous demande cette fameuse fonction prod2. Donc là, l'idée, c'est d'écrire ce que vous avez appris en cours, implémenter directement un produit entre deux matrices. En un coup, ça se fait comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Et bien ça, faut qu'on l'écrive. Donc, avant ça, je vais peut-être rappeler un petit peu rapidement des notions de maths. Donc on va se donner une... Donc à nouveau, donc ça c'est quelque chose que vous connaissez maintenant. Je peux mettre des formules de mathématiques en LaTeX. Hein. Je vous rappelle, c'est le langage informatique qui permet d'écrire des articles scientifiques et notamment des formules. Donc là, en R Markdown, je peux intégrer directement des formules. Donc là, l'intérêt pour moi, c'est que ça me permet de rappeler en fait comment ça marche un produit de matrice. Donc on a ici, c'est ce qui est écrit ici, on a une matrice A qui a n lignes et m colonnes. Donc allons-y. Ça en mathématiques, ça s'écrit comme ça. Voilà, on a une certaine matrice et on met généralement en indice sa taille. Donc elle a n lignes et elle a, on va mettre plutôt une virgule, pardon, n lignes et elle a m colonnes. Voilà. Et dedans, on a des éléments réels. Voilà, on a des quantités réelles à l'intérieur, des scalaires. Voilà, donc ça, c'est la première matrice A. Et on a une matrice B, qui est... je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Ça, c'est la matrice B, qui, elle, a cette fois-ci, et ça, c'est extrêmement important, elle a M lignes et P colonnes. Voilà, donc vous avez un aperçu qui est là. Et la première chose à vérifier, c'est que le produit, vous avez le droit de faire A fois B. Donc le produit est autorisé car le nombre de colonnes de A, ce qu'on a appelé ici, regardez, le nombre de colonnes c'est M, est égal au nombre de lignes, qu'on a appelé M aussi bien sûr, hein, on l'a ici, le nombre de colonnes de A, égale le nombre de lignes de B. Alors pour le LaTeX, hein, je vous rappelle, hein, quand on met un double dollar, ça permet d'avoir une formule qui est centrée, et quand vous mettez des simples dollars, ça veut dire que vous avez des équations mathématiques qui sont directement dans le texte. Voilà. Donc on en est là, et je vous rappelle... Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Est-ce que j'ai le droit de faire le produit de deux matrices A et B? Et bien vous regardez celle de gauche, en l'occurrence c'est A, vous regardez si son nombre de colonnes est égal au nombre de lignes de la deuxième. C'est bien le cas ici, donc vous avez le droit. Ça c'est vraiment la première chose à vérifier. Je vais mettre un tiret. Et ensuite, deuxième question à vous poser, quelle est la taille de la nouvelle matrice? Donc quel est le nombre de lignes de la matrice? Alors on fait le produit et on se demande quel est le nombre de lignes de la matrice C qui m'intéresse là. Et même question, on va se demander quel est le nombre de colonnes.
Voilà, et donc ça c'est très facile. La réponse c'est... vous voulez le nombre de lignes? Bah, c'est facile, il faut regarder le nombre de lignes de celle qui est à gauche. Tac. Donc ça c'est n. Vous voulez le nombre de colonnes? Bah, cette fois-ci, vous regardez celle de droite. Elle en a P. Voilà. D'accord, donc je génère le document pour vous montrer. Voilà, donc on en était là, et voilà ce que je suis en train d'écrire. Voilà, on a deux matrices A et B, et le produit est autorisé ici, car le nombre de colonnes de A, qu'on a appelé M, est égal au nombre de lignes de B. Voilà, et quel est le nombre de lignes de la matrice? Eh ben, c'est le nombre... Donc là, on est en train de parler de lignes, de nombre de lignes. Eh ben, c'est le nombre de lignes de celle de gauche, n. Et quel est le nombre de colonnes de la matrice C? Donc là, on parle de colonnes, donc c'est celle de droite, et celle de droite, elle en a P. Voilà. Donc c'est ce qui est écrit ici. Et ensuite, quelle est la formule pour calculer? Il faut bien l'avoir en tête. L'élément CIJ de la matrice est donné par la formule, vous l'avez là. Voilà. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va... On parle de la ligne I de la matrice C, de la colonne J, et donc on va parcourir ces deux matrices. Regardez, à gauche, la matrice A, elle est bloquée sur la ligne I. Vous voyez, le I là, il est là, il bouge pas, il est fixé. Et le J, pareil, cette fois-ci, c'est la colonne de B qui est bloquée. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait si on dessinait les choses là? Pour la matrice A, on avance, tac, 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 on est sur la ligne I. Donc on reste sur la ligne I et on avance, on avance. Et qu'est-ce qu'on fait sur la matrice B? Ben, cette fois-ci, c'est la colonne J qui est bloquée. Donc on descend, on descend, on descend, on descend. Et par définition, c'est ce qui a été rappelé avant, eh bien ça marche. On a le droit de travailler avec ces deux choses-là. Cette ligne A, I et cette ligne BJ, si vous voulez. Ligne I de A et colonne J de B, ça marche, parce qu'on a vérifié avant que le nombre de colonnes de A est bien égal au nombre de lignes de B, donc on a le droit de le faire. Donc on est sur cette ligne I de A, sur cette colonne J de B, et à chaque fois on fait les produits. Ça, fois ça, plus ça, fois ça, plus ça, fois ça, et ça donne cette formule-là. Voilà, donc évidemment ça se code très bien sous la forme d'une boucle. Quand vous voulez faire un produit entre deux matrices, quand vous voulez faire ce produit-là, là, eh bien, il va y avoir finalement trois boucles, parce qu'il faut aller voir, il faut la remplir cette matrice. Donc il faut aller voir toutes les lignes de C, toutes les colonnes de C, et pour chaque ligne colonne, donc pour chaque IJ, il y a cette somme. Donc c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a finalement derrière ça, il y a trois boucles forts. Pour aller remplir les lignes, pour aller remplir les colonnes, et à chaque fois que j'ai une ligne, une colonne, bah, je suis obligé de faire une somme. Et une somme, on l'a déjà fait ça en cours, une somme, ça se fait par l'intermédiaire de boucles forts. Voilà. Donc on y est. Et je vais vous pouvoir... Donc je vous mets le code sous les yeux, donc vous pouvez le regarder. Je vous laisse un petit peu de temps pour le lire.
Voilà. Donc, euh, donc on y est. Donc vous avez le produit qui est donné ici. Donc quand on a deux matrices, hein, c'est le même format qu'on avait avant, avec deux matrices en entrée. On récupère le nombre de lignes et de colonnes de A, le nombre de lignes et de colonnes de B. On regarde, il faut que ça marche. Donc c'est ce qu'on a écrit avant. Il faut que le nombre de colonnes de A, s'il n'est pas égal, donc ça c'est le signe différent R, hein, si vous ne l'avez pas en tête, retenez-le. Dans un if, si vous voulez faire utiliser le symbole différent, c'est point d'exclamation égal. Donc si le nombre de colonnes de A est différent du nombre de lignes de B, eh bien vous n'avez pas le droit de faire le produit, c'est ce qu'on a vu avant. Il faudrait que ça soit égal. Et donc dans ce cas-là, on fait un print, ça marche pas, et on fait un return. On arrête tout de suite la fonction. Voilà. Et sinon, on initialise. Maintenant, donc ça c'est quelque chose qu'on avait vu en cours. Dès qu'on arrive au return, on est tout de suite sorti de la fonction. Donc il n'y a même pas besoin de mettre de else en fait. Si ça c'est vrai, ben, ça veut dire qu'on a un problème. Le nombre de colonnes n'est pas égal, enfin le nombre de colonnes de A n'est pas égal au nombre de lignes de B. On met un petit message à l'utilisateur et hop, on sort tout de suite du code. On arrête. Voilà. Là, on remplit la matrice C. Donc une fois qu'on est là, ça veut dire que on n'est pas allé dans le return, parce que si on était allé dans le return, on aurait arrêté la fonction. Donc il n'y a même pas besoin de mettre de else. Si vous êtes là, c'est que vous êtes tranquille. La condition d'avant n'a pas marché. Donc on est là, on remplit la matrice C. Donc on met le bon nombre de lignes. Donc ce que nous on avait appelé ici n, rappelez-vous. Et n c'est quoi? C'est le nombre de lignes de A. Donc ça on l'a mis. CB ici, c'est le nombre de colonnes de la matrice de droite, ce qu'on avait appelé P ici, et c'est parti. Ce qui est codé ici, c'est exactement ce qu'on a écrit là. On va voir toutes les lignes, donc toutes ces lignes-là. On va voir toutes les colonnes que vous avez là. Donc on va voir tous les I, tous les J. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on va voir, on fait une boucle sur K. Donc j'ai essayé de garder les mêmes notations que vous avez là, à peu près. Donc là, I, c'est bien I, J, c'est bien J, et K, ici, c'est cette variable-là, là, 2. Et là, on fait cette fameuse somme. Donc à chaque fois, c'est... Ce que vous avez là, c'est quelque chose que vous connaissez, cette idée qu'on cumule, on ajoute ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc à chaque fois, il faut ajouter à la valeur qu'on avait avant. Donc le CIJ, c'est celui qui est égal à celui qu'on avait avant, plus la nouvelle valeur. Et la nouvelle valeur, c'est ce fameux produit qu'on a là, c'est AIK fois BKJ, que vous avez là. Voilà. Et on fait ça pour tous les I, pour tous les J. À chaque fois, on fait cette boucle. Donc il y a bien 3 boucles for qui sont les unes dans les autres. Et à la fin, on fait un return de la matrice. Donc notez bien ça, c'est important. Et essayez à nouveau, donc je l'ai dit plein de fois, je le redis à nouveau, respectez bien la structure du fichier. Donc là, on a bien une boucle for qui ouvre, un alinéa, on ouvre une autre boucle for, on ouvre, boucle for, on ouvre, etc. Et si vous... Donc pour vous rappeler comment ça marche, hein, c'est vraiment cette idée que vous commencez un for, vous mettez vos conditions à l'intérieur, et là, quand vous êtes là, vous faites tout de suite, et c'est tout le temps vrai, ouverture d'accolade, tout de suite entrée. Si vous devez ouvrir une autre boucle for, tac, j'ouvre et tout de suite entrée. Et ça me permet de respecter exactement, proprement, la syntaxe standard de R, avec des boucles imbriquées. Voilà. Donc entraînez-vous à le faire, c'est vraiment utile. Les boucles for sont fermées automatiquement au bon endroit, on respecte les bons alinéas, etc., etc., etc. Voilà, donc ça c'était pour la boucle, ça c'était pour la fonction prod 2. Donc on est dans ce qu'on appelle, je vous rappelle le vocabulaire, hein, extrêmement important, on est en train ici de parler d'un chunk, donc c'est-à-dire un morceau de R qui est dans un document. Vous pouvez faire comme d'habitude, hein, c'est-à-dire, là c'est une fonction, donc on fait quand même attention. Une fonction, si vous voulez faire un run, soit vous la sélectionnez intégralement et vous faites un contrôle-entrée, soit ici, puisqu'on fait du markdown, on exécute tout, ça veut dire on déclare toute la fonction, donc on va exécuter tout ça, et pour le faire, on clique, donc ça c'est quelque chose que vous savez faire depuis la semaine dernière, on clique sur la flèche verte, ça fait tout pareil. Donc soit vous faites un run
complète la fonction comme on faisait avant, soit vous cliquez sur la flèche verte et ça fait la même chose. Et là, en l'occurrence, ça fait une déclaration. Voilà. Donc ça, c'était pour la fonction prod2. Et ensuite, on a une fonction prod3. Donc la question était finalement la même. Donc regardez, c'est la même fonction en fait. Hein. Donc ne vous embêtez pas à essayer de voir les différences. Il n'y en a quasiment pas. La seule différence, c'est qu'on demande en plus à ce qu'on mette un nom de fichier ici. Donc ça, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Tout ce qu'il y a là, c'est exactement pareil. Et simplement, à la fin du travail, avant de renvoyer le résultat, on écrit un petit fichier sur l'ordinateur, sur le disque dur. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc vous avez, ça ce sont les réponses au TD5, on y est, c'est terminé. Et ensuite on peut les essayer, ces fonctions-là. Alors on va commencer tout simple. On va commencer par tester les premières fonctions qu'on avait vues ensemble. Donc je vous rappelle, hein, vous pouvez directement aller sur Insert R, ça marche très bien, ça vous permet d'insérer du chunk R, donc regardez chunk, hein, ça s'écrit comme ça, C-H-U-N-K, ou en R, suivant votre machine, vous avez un raccourci, ça peut, sous Mac, c'est typiquement commande option I. Voilà. Donc il faut que vous trouviez l'équivalent sous Windows, c'est bon à savoir, ça vous permet de gagner du temps. Donc pour tester les fonctions, donc on va commencer simple, on va tester les premières. Alors aussi, petit rappel, je vous invite vraiment à utiliser ce petit module-là qui vous permet directement de vous déplacer d'exercice en exercice. Donc ça, c'est parce que je vous rappelle, en Markdown, on a des sections et des sous-sections. Donc en fonction du nombre de dièses que vous allez utiliser, eh bien, on va pouvoir dire à quel point la section est importante. Voilà, donc les premières fonctions qu'on a créées, on a créé des fonctions qui prenaient des vecteurs en entrée, qui regardaient la taille, donc ça on a fait en long et en large. Donc, ce que je propose ici, c'est de tester la fonction lens. Alors, nous, on l'a appelée LE ici. Elle prend un vecteur en entrée et elle renvoie la taille. Et pour que ça soit un petit peu rigolo, j'ai fabriqué des vecteurs au hasard. Donc il faut que vous entraîniez, tapez cette commande-là et regardez ce que ça fait. Donc, bon, je vous rappelle, hein, pour voir le contenu de quelque chose, il faut simplement le mettre dans la console et de faire entrer. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait au hasard. Hein. Donc on n'a pas la même chose. Vous n'avez pas la même chose que vos camarades. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a tiré ici avec une loi de Bernoulli que vous avez vu en cours. Donc là, on a grosso modo, on a fait ça. La variable xi, elle est simulée à partir d'une loi de Bernoulli. Et je vous rappelle ce que c'est qu'une loi de Bernoulli. C'est quelque chose pour lequel on donne une probabilité. Donc généralement, on l'appelle mu ou simplement p. Hein, c'est très variable. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire concrètement, c'est que eh bien, xi peut prendre deux valeurs. Soit il prend la valeur 0, soit il prend la valeur 1, tout simplement. Voilà. Pardon, j'ai oublié le symbole à partir. Voilà. Et comment ça marche ? C'est vraiment l'idée de faire une expérience. Soit ça marche, ça vous donne 1, soit ça échoue, ça vous donne 0. Voilà, et donc concrètement, qu'est-ce que ça vous donne en fait ? Il y a la probabilité pour que xi soit égal à 1. De toute façon, c'est simple, c'est soit ça vaut 1, soit ça vaut 0. Donc la probabilité pour que ça donne 1, c'est exactement le paramètre mu que vous avez là. Voilà, et donc,
puisque votre variable elle prend la valeur 1 ou 0, bah, la probabilité d'avoir 0, bah, c'est l'inverse. La probabilité d'avoir 0, bah, c'est, par définition, c'est 1 moins mu. Voilà, donc on en est là. Et donc, ce que vous avez utilisé ici, c'est une fonction R. Et on va s'intéresser à ce qui se passe ici. Donc R, retenez ça parce que vous allez l'utiliser énormément. R, c'est pour random, donc tirage aléatoire. Donc il y a plein de fonctions en R qui commencent par R pour dire je fais un tirage random, un tirage aléatoire. Et ensuite, vous donnez le nom de la loi. Donc ici, là. Alors, il parle de binomial. Alors, vous devez savoir pourquoi, parce qu'une binomiale, c'est en fait une Bernoulli avec un seul tirage. Donc, quand vous voyez un 1 ici, ça veut dire que finalement, on a une Bernoulli. D'accord ? On est sur l'individu I, et on tire une fois. Donc, c'est bien ce qui est écrit ici. Puisqu'il y a un 1 là. Donc, ce 1 là est vraiment très important là. Dire, ben voilà, pour cet individu I, je ne vais pas en faire 150 des tirages, j'en fais 1. Et pour cet individu I, bah, soit je vais savoir que ça a marché, j'ai un 1, soit ça a échoué, dans ce cas-là j'ai un 0. Donc gardez bien un 1, c'est très important ici. Ce que vous mettez là, c'est mu, c'est une proba. Donc là, la probabilité d'avoir un 1 ou un 0, c'est 0,5. Donc ça vous dit, qu'est-ce que ça vous dit ? Bah, quand je regarde l'individu I, la probabilité pour que je... D'abord, je fais un tirage. Donc soit ça marche pas. Et j'ai un 1 avec probabilité 0,5 et un 0 avec probabilité 0,5. Donc bref, je suis en train de jeter une pièce. Une pièce qui est non biaisée. Voilà. Donc ça, retenez ça parce que c'est extrêmement important. Ce que je suis en train de vous raconter là, la manière de lire les choses, vous avez eu tout ce que j'ai raconté, j'ai fait exprès d'exclure ce qui est écrit là. Je parle que de ça. Parce que ce que vous avez à droite, donc juste après ça, donc là, ce sont les paramètres de la loi. Donc là, ça veut dire, c'était une binomiale, d'accord, mais le premier paramètre, c'est 1. Et la binomiale, quand on le fait une fois, bah, ça nous donne une loi de Bernoulli. Donc c'est ce qui est écrit ici, là. Donc je le mets entre parenthèses, donc ça, c'est la loi de Bernoulli. Voilà. Et une loi de Bernoulli, c'est-à-dire une loi binomiale dont le premier paramètre est 1. Voilà. Donc on en est là, et vous avez compris pour ça. Et ensuite, c'est combien de fois je le fais. Et là, je le fais 10 fois. Vous voyez, donc j'ai eu 10 valeurs. Et à chaque fois, c'est vraiment des tirages qui sont indépendants. Lui, là, bah, il aurait pu être 1 ou 0. Avec probabilité 0,5, bah, lui aussi, etc. C'est juste, je répète 10 tirages. Et là, pareil, je répète 10 tirages. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a bien 10 tirages selon une loi de Bernoulli. Et donc la même chose pour Y, et ensuite je regarde la taille. Donc regardez, je fais un run pour Y et length. Alors, ça ne marche pas, pour une raison très simple, c'est que j'ai ouvert tout à l'heure mon TD, et que j'ai pas fait de source au niveau des fonctions. Alors faites attention, c'est quelque chose qu'on a vu la semaine dernière, je n'ai pas le droit de sourcer directement un markdown. Les opérations sont différentes, ce sont plutôt les opérations de type knit ou run. Donc là, je vais aller repérer où est ma fonction, elle est là. Donc à nouveau, soit je la sélectionne et je fais un run avec un contrôle entrée, soit je clique sur la
la petite flèche verte. Puis je vais charger toutes mes fonctions comme ça. Donc ça me permet de les déclarer. Et ensuite, je vais les utiliser. Ça, c'était pour le produit scalaire. Ça, c'est pour le produit. On va charger prod 2. Voilà. Prod 3. Voilà. Les fonctions sont chargées. Et donc maintenant, j'ai le droit de calculer la taille. Donc ça me dit bien que x est un vecteur de taille 10. Voilà. Et remarquez, j'ai relancé, j'ai refait un run, et x, il n'a pas les mêmes valeurs dedans. Parce que c'est à nouveau, il y a un R ici pour bien dire que c'est aléatoire. Probabilité que ça marche, c'est 0,5. Donc d'ailleurs, on aurait pu changer. Voilà, donc là, ça va marcher très souvent. Voilà, c'est la probabilité d'avoir un 1, c'est du 0,8. Voilà. Hop. Voilà, donc on peut regarder la X. Voilà, ça marche très souvent et ça donne aussi des zéros. La fonction A, dont on l'avait vu, ça permettait de coller quelque chose. Donc là, je vais coller. C'est tout à fait bête comme exercice, mais j'ai simplement collé la valeur 3 devant, et ça, c'est pour faire le produit scalaire. Voilà, tout bêtement. Et enfin, on va tester les fonctions produits. Donc regardez ce que je fais. Je fabrique deux matrices. Et à nouveau, je vais les remplir au hasard. Donc regardez, matrice, c'est quelque chose que vous connaissez. Je veux 4 lignes, 3 colonnes. Donc il me faut combien d'éléments à l'intérieur? Eh bien, il m'en faut 12. Puisque j'ai 4 lignes, 3 colonnes. Donc il me faut 12 éléments. Donc si vous avez compris cette logique-là, en fait, elle est copiée. Ok, donc on va fabriquer 12 éléments tirés au hasard. Vraiment, c'est une manière vraiment standard pour fabriquer une matrice au hasard. On indique, si vous voulez, à droite sa taille, comme d'habitude, 4 lignes, 3 colonnes, donc ça veut dire qu'il faut que je donne 12 éléments, et les 12 éléments, je vais les tirer au hasard. Voilà, j'en tire 12. Avec quel paramètre? Eh bien, c'est une loi de Bernoulli, donc avec une Bernoulli, parce que j'ai un 1 ici, et deux paramètres 0,5. Je fais ça pour X, je fais ça pour Y, tac, tac, et ensuite on fait les produits. Voilà, ça c'est le produit entre les deux, on peut l'afficher. Voilà, et on peut vérifier... Donc on a bien 4 lignes et une colonne, parce que la première elle a 4 lignes, et la deuxième a une colonne. Donc c'est aussi simple que ça. Donc le résultat a bien 4 lignes, une colonne, parce que la première à gauche a 4 lignes, et la deuxième à droite a une colonne. Voilà, et j'ai eu le droit de le faire, parce que le nombre de colonnes de celle de gauche, c'est 3, et le nombre de lignes de celle de droite, c'est 3, donc ça match. D'accord? Donc 3 match avec 3, donc j'ai le droit, et ensuite la taille en sortie, nombre de lignes, nombre de colonnes. Voilà, et je le fais aussi pour Z2, donc ça c'est l'autre fonction qu'on a écrite, vous voyez que ça donne exactement le même résultat, et la fonction Z3, donc, qui est la même en fait, donc on vérifie bien que ça marche. Ce sont les fonctions qu'on a faites nous-mêmes, et ce qui est important, c'est que cette fonction Z3, à la toute fin, elle avait ce fameux write.table, avant le return, bien sûr, hein, et elle a effectivement fabriqué un fichier, et on lui a donné un nom. Donc c'est au moment de l'appel, on donne le nom au fichier, donc il s'appelle res.txt, voilà. Et dedans, il y a le résultat. Vous voyez bien, on retrouve bien là. Donc c'est vraiment ce qui est écrit ici. Alors, entre guillemets, faites attention, c'est ce qui se fait de manière automatique quand on fait un write.table, il donne des noms aux colonnes, il donne des noms aux lignes. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui est écrit là. Si vous voulez retirer ça, pour peut-être que ça soit plus lisible, vous allez voir dans l'aide, et vous pouvez demander à ce qu'ils ne mettent pas de nom aux colonnes et qu'ils ne mettent pas de nom. Parce que vous voyez, par défaut, il met true. Donc il donne des noms aux lignes, il donne des noms aux colonnes. Donc ça, on va remonter. On va aller ici, et on va les enlever. Vous pouvez dire simplement row.names égale false. On retire les noms de colonnes. On n'a pas du tout envie de ça, nous on parle de matrice, et on retire les noms de lignes, donc de lignes et de colonnes. Donc on va redéclarer la fonction, hein, c'est important parce qu'on va la modifier, donc il faut que je la redéclare, et ensuite je l'utilise ici, et je vérifie bien en ouvrant res3 que cette fois-ci j'ai plus que le résultat. Hein. On a bien le résultat qui marche, et on n'a plus les noms de colonnes et de lignes. Voilà. Donc ça termine le TD6, et on va maintenant passer donc au TD7. Et alors pour que ça aille plus vite, je vous ai mis directement
en ligne, si vous vous connectez, je vous ai mis directement l'énoncé du TD7. Et c'est en fait cet énoncé qui m'a permis, moi, de générer le fameux PDF avec les questions qu'on vous pose. Vous voyez, donc j'ai utilisé moi-même un Markdown, donc sans R. Oui, il n'y a pas de R du tout ici. Et j'ai simplement cliqué, quand j'ai cliqué sur Knit, si vous voulez, et ça m'a fabriqué le PDF que vous avez en ligne et pour lequel vous avez des questions auxquelles il faut répondre. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, en fait, maintenant que vous avez compris comment marchait Markdown, vous prenez ce fichier-là, vous faites un copier-coller, on va se fabriquer notre propre Markdown, donc New File, R Markdown, laissez bien HTML par défaut, là vous pouvez mettre donc, ce qui est écrit là-haut, en fait, hein. C'est la fin de la première partie de R, ensuite vous aurez d'autres intervenants. Donc mettons fin de la première partie, pour bien montrer que c'est le dernier cours, c'est le dernier TD. Laissez l'option HTML et vous ouvrez ça. Et là vous effacez tout, donc sauf ce morceau-là, hein, c'est vraiment le morceau auquel il ne faut pas toucher, je vous rappelle. Donc on peut retirer la date, ça n'a pas d'importance ici, donc mettez bien votre nom, voilà. Et vous pouvez aller sélectionner au niveau de l'énoncé, alors faites attention, hein, on ne prend pas ce morceau-là, enfin, si techniquement on aurait pu le faire, mais je prends bien les questions. Voilà, donc ce sont les questions que je copie-colle, et que je vais aller mettre tout en bas. Et là c'est le moment où il faut faire attention, parce qu'on est en train de faire le TD7, donc il faut aller se mettre à un autre endroit. Donc on va aller, moi je vais cliquer sur TD7, et à nouveau, n'oubliez pas de faire ça, faites-le avant de sauvegarder vos fichiers, faites-le vraiment au tout début, on aurait presque pu le faire avant de commencer ce TD. Donc je me mets bien sur le TD7. Et pour ceux pour qui ça marche pas, ou qui n'arrivent pas à le faire, rappelez-vous, c'est session set choose. Bien mettre, ok, je travaille maintenant dans un TD7. Donc on en est là, et là tout de suite je sauvegarde, et tout de suite je me rends compte que je suis au bon endroit. Donc voilà, et je vais garder la même manière de définir les choses, donc on est en train de faire une correction, donc on va l'appeler TD7 correction R Markdown. Voilà. Et on va remplir directement les solutions au milieu. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de voir d'autres types de variables qu'on n'avait pas vues avant, en fait, si vous voulez, c'est de compléter les choses que vous connaissez, les choses de base, en R. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les vecteurs, on a vu les matrices, on a vu les chaînes de caractères, vous avez vu les fonctions dans le détail, et maintenant on va voir un certain nombre d'autres choses, et notamment les facteurs et les listes. Donc on va commencer par ça, dans ce qu'on appelle en R les factors. Donc on va créer un objet en R à l'aide de la fonction factor. Donc on y va, on se crée un chunk, donc soit vous connaissez le raccourci avec le i, soit vous faites un insert chunk R, donc on va se créer un facteur, et on va en créer en fait en l'occurrence 2, donc on va voir ça. Donc vous pouvez exécuter par exemple le premier, donc j'ai pas envie tout de suite, je pourrais, mais j'ai pas forcément envie de tout exécuter d'un coup, ce chunk là, donc plus un petit peu à l'image de ce que j'aurais fait en R normal, je suis sur cette ligne là, et je fais un run, et je regarde ce qu'il y a dans couleur. Donc regardez ce qui se passe, on a fabriqué c'est une sorte de vecteur si vous voulez, où dedans, c'est pour ça que vous avez un C là. Finalement, je suis en train de fabriquer un vecteur avec des chaînes de caractères dedans. Donc il y a un vecteur qui a 4 éléments. Rouge, bleu, vert, rouge, bleu. Donc c'est bien ce qui est écrit là. Rouge, bleu, vert, rouge, bleu. Donc c'est un petit peu comme si on avait enregistré en statistique 5 choses. On enregistre les couleurs d'objets. Le premier, voilà, bleu, rouge, bleu, vert, rouge, bleu. Donc on enregistre des informations qui sont... là, en l'occurrence, ici, on parle de la couleur, donc on a en fait une variable qui est qualitative. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. En R, l'approche classique, la démarche classique pour stocker,
pour gérer des variables qui sont qualitatives, c'est en utilisant des facteurs. Donc là, des variables, j'en ai qu'une, elle s'appelle couleur. D'accord ? Donc une variable qualitative qui s'appelle couleur et elle a un certain nombre de modalités. Et c'est ce qui est écrit, regardez, au niveau des levels. Ce sont les valeurs possibles. Vous avez une variable, et quelles sont les modalités possibles ? Ben vous, quand vous avez défini les choses, vous avez dit, bah voilà, j'ai 5 objets, le premier il est rouge, le deuxième il est bleu, le troisième vert, quatrième rouge et le cinquième bleu. Donc là c'est vraiment objet 1, objet 2, objet 3, objet 4, objet 5. Mais donc finalement vous avez utilisé derrière que 3 modalités. Vos objets ils sont soit bleus, soit rouges, soit verts. Et là on voit bien que l'objet 2, il a la même couleur que l'objet 5. Voilà. Et donc c'est comme ça, hein, mais c'est fait exactement pour ça les facteurs. Vos vraies valeurs, la valeur des facteurs, les valeurs sont là. Et ensuite, juste en dessous, on vous présente ce qu'on appelle les levels, c'est une information pour dire, d'accord, bon, ça ce sont les valeurs de vos individus, de vos observations. Sachez qu'il y a 3 modalités possibles. En gros, soit on est bleu, soit on est rouge, soit on est vert. Soit on est vert. Donc pour chaque individu, on aura soit du bleu, soit du rouge, soit du vert. Donc ça sert à ça les facteurs. Donc levels, retenez ça, ce sont les modalités possibles pour chaque individu. Voilà, on arrive maintenant sur la ligne qui suit, donc la ligne 21, et on regarde ce qu'il y a dedans. Ce qui est très très fort au niveau des facteurs, c'est que ça vous permet de faire des vecteurs qui contiennent des choses très différentes là. Vous voyez que pour fabriquer ce facteur, j'ai mis à la fois des chaînes de caractères, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, et j'ai aussi mis 12. Voilà, le chiffre 12. Eh bien, comme vous êtes en train de fabriquer un facteur, il le voit comme une modalité. C'est la modalité 12. Donc ce que ça veut dire ici, c'est que je suis en train de fabriquer une variable qualitative, hein, vraiment c'est du qualitatif, avec 4 modalités possibles, soit on est 12, soit on est bleu, soit on est rouge, soit on est vert. Alors ça n'a pas grand intérêt, mais c'est plutôt un exemple d'école, si vous voulez. Donc ça, c'est pour fabriquer le facteur. Fabriquer une variable quali. Ensuite, vous pouvez demander, essayer ces choses-là. Donc on va le mettre ici, je recrée un chunk et je copie-colle. Vous pouvez demander la longueur de couleur, qui va vous dire 5 bien entendu, puisque vous avez 5 objets dedans. Il y a bien 5 valeurs. D'accord ? Dans couleur, vous avez bien rouge, le premier rouge, deuxième bleu, troisième vert, etc. On a bien 5 valeurs. Et ensuite, vous pouvez demander quels sont les levels. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les valeurs possibles. Soit on est bleu, soit on est rouge, soit on est vert. Et après, vous pouvez demander ce qu'on appelle les n levels. Donc vous avez compris, n c'est pour nombre. Donc n levels, hein, si on vous pose la question, ça donne le nombre total de valeurs possibles. Donc length vous donne le nombre de valeurs qu'on a dans le vecteur, si vous voulez. Il y en a bien 5. Mais quand on regarde le nombre de modalités possibles, il n'y en a que 3. Voilà. Alors ensuite, on passe à la question 3. On va essayer de donner des noms aux différents éléments du facteur. Donc ça, vous avez une commande qui s'appelle names. On va faire ça. Donc on y va. Hop, on recrée un chunk. On copie-colle. N'oubliez pas de sauvegarder au fur et à mesure. Et essayez cette chose-là. Donc j'applique la fonction names sur couleur qu'on a fabriquée avant. Et là, on va regarder, c'est peut-être le plus simple. Ça permet de donner des noms à vos objets. Jusqu'à maintenant, on avait enregistré les... Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Jusqu'à maintenant, on avait enregistré les valeurs. Donc c'est vraiment... on a des objets, et puis le premier il est rouge, le deuxième il est bleu, etc. Là, les valeurs possibles. Et maintenant, on donne des noms à ces objets-là. C'est
C'est vraiment pas une variable au sens classique, c'est plus... je suis en train de faire une étude statistique et je suis en train de donner des noms à ce que je regarde. Donc, celui qui est rouge, en fait, je vais lui donner un nom, c'est une voiture. Donc là, on est en train de parler d'une observation qui est en l'occurrence une voiture, et il s'avère qu'elle est rouge. Là, on a un marteau, une table, un avion, une chaise. Donc, vous avez compris, ce sont les noms qu'on donne aux objets, et là, ce sont les valeurs, les modalités de ces objets. Donc, on parle bien de modalité, parce qu'on a une variable qualitative. Donc, vous ne vous trompez pas, tout ce qui sort de ça, c'est faux. Des variables qualitatives, il y en a combien? Il y en a une. Elle s'appelle couleur. Combien vous avez d'observations dans vos données? 5. Quels sont les noms de vos observations? Premier, voiture, marteau, table, avion, chaise. Quelles sont les modalités? Rouge, bleu, vert, rouge, bleu. Et quelles sont les modalités possibles? Bleu, rouge, vert. Voilà. On continue. Ensuite, eh bien, c'est ce qui est écrit ici. En fait, vous allez pouvoir faire des choses qui sont assez similaires à ce qu'on fait d'habitude avec des vecteurs classiques. Donc, je vais copier-coller. Regardez, on peut demander les deux premiers, comme vous pourriez faire pour un vecteur, on demande les deux premiers éléments du vecteur. Donc, le vecteur, il est de taille 5. Il est juste un petit peu spécial. Un vecteur un petit peu particulier qu'on appelle un facteur, mais c'est avant tout un vecteur, et donc là je demande les deux premiers éléments. Donc c'est assez facile, hein, on les a là. Donc les deux premiers, c'est bien rouge, bleu. Alors faites vraiment attention, parce que maintenant que vous avez donné un nom à vos objets, vous avez finalement 3 lignes qui apparaissent. Donc il faut bien être capable de dire quelles sont les valeurs, en fait, quels sont les noms de mes objets, et quelles sont les modalités possibles. Le plus important, ce qui est fondamental, c'est ce qu'il y a au milieu. Ce sont les valeurs, les modalités de vos observations. Et on voit bien que les deux premières sont rouge et bleu. Donc on a bien ici rouge et bleu. Et là, on a quelque chose qui est très particulier, qui est très puissant en pratique, qu'on ne peut pas faire avec un vecteur classique. Regardez ce que je fais. Je dis, ok, j'ai des couleurs. Eh bien, tu vas me donner les couleurs de la voiture et du marteau. Donc là, c'est quelque chose qui est très fort. Sous la forme d'un vecteur, je dis, je donne le nom des objets. Tu vas aller chercher là-dedans, va regarder dans le vecteur couleur, qui est un facteur, sinon ça ne marcherait pas. Va regarder dedans, et tu vas la regarder, la couleur de l'objet qui est une voiture. Donc c'est ce qu'il vous renvoie, il vous dit bien qu'elle est rouge. Et tu vas aller aussi regarder la couleur de l'objet qu'on appelle marteau. Et il vous renvoie bien. Donc le résultat, il est bien là. Il est allé chercher la couleur de la voiture et la couleur du marteau. Voilà. Ensuite, question 5. Stocker dans un facteur vos 10 dernières notes cette année. Donc il faut donner un nom à ces notes. Et l'idée, c'est d'utiliser un petit peu les fonctions qu'on vient de voir pour vous entraîner là-dessus. Donc j'ai juste fait un petit exercice tout bête. C'est juste pour la correction. Je crée un chunk, je copie-colle. Je fabrique vos notes. Je dis que d'abord vous avez eu 10. Ensuite vous avez eu 12. Et regardez, c'est quelque chose que, encore une fois, on ne peut pas faire avec des vecteurs classiques. Vous avez eu 10, vous avez eu 12, et puis dans une autre matière, tiens, c'est particulier, on ne mettait pas de notes classiques, on mettait plutôt des notes sous la forme de lettres. Eh bien, dans la troisième note que vous avez eue, c'est un A. Et ensuite, vous avez eu 15, vous avez eu 20, 12, 3, et une autre matière. Là, cette fois-ci, on vous a mis un B. Ensuite, on vous a mis un D, on vous a mis un 1. Et ensuite, je donne les noms. Donc ça, c'est le premier devoir, deuxième devoir. Ça, c'était un devoir à la maison. Enfin, bref, voilà, c'est juste pour s'entraîner. Donc, je fabrique ces notes-là. Je demande les 4 premières notes. Donc, on a bien les 4 premières notes. Elles sont ici, avec leur nom. C'est bien les 4 premières notes que j'ai demandées. Et vous pouvez demander, tiens, donne-moi les notes au DM2 et au DS5. Tac, il vous les donne. Notes au DM2 et au DS5. Et vous pouvez demander les modalités possibles et combien il y en a.
Voilà. On continue. On arrive maintenant aux listes. Donc l'idée c'est de construire une liste contenant un vecteur, une matrice et une chaîne de caractères. Donc regardez ce qu'on va faire. Et je vais commenter juste après. Hop, donc question 1 de la partie 2, je crée un chunk, je copie-colle. Et donc là on voit ce qu'on appelle des listes. Alors faites attention, donc en anglais d'abord liste c'est sans E, et faites attention, quand on parle de liste, on parle vraiment d'un objet informatique, et cet objet informatique, ce n'est pas un vecteur comme on a vu jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant on utilisait la lettre C, on écrivait les choses au milieu. Là on parle bien d'une liste, c'est vraiment une structure particulière. Et notamment, ça permet de faire quelque chose de très particulier. Ça permet de fabriquer une liste d'éléments complètement différents. Donc regardez par exemple ici, on fabrique un vecteur, la lettre C. Je fabrique ensuite une matrice. Donc ça maintenant, la ligne 75 qui est là, vous pouvez la comprendre, puisqu'on l'a vu juste avant, quand on a fini le TD6, qui était en fait la correction du TD5. Je fabrique une matrice, 4 lignes, 4 colonnes, et dedans, donc il faut bien que je mette 16 éléments, et ces éléments, je les tire au hasard. Donc regardez, donc ça c'est V, ça c'est M, et je fabrique aussi une chaîne de caractères. Ah, donc là je fais un CTRL V pour avoir un écran propre, je vous affiche V, je vous affiche M, et je vous affiche CH. Un vecteur, une matrice, une chaîne de caractères. Et bien vous fabriquez une liste comme ça, tout bêtement. Liste, entre parenthèses, V, M, CH. Vous les collez. Et regardez ce qu'il y a dans elle, des choses complètement différentes. Le fameux vecteur, il est là. La matrice, elle est juste après. Et ensuite, vous avez la chaîne de caractères. Ouais. Donc ça, maintenant, il faut qu'on apprenne à accéder à chacun des éléments de la liste. Donc, essayez ces choses-là. Hop. Donc, L1, il va bien chercher le premier élément, c'est un vecteur. L2, il va bien chercher, c'est la matrice. L3, c'est la chaîne de caractères. Vous pouvez faire comme vous avez l'habitude de faire, L entre crochets 1, 2.3, donc ça fait 1, 2, 3. Donc je veux le premier, je veux le deuxième et je veux le troisième. Voilà, vecteur, matrice. Hein. Vous pouvez demander des éléments spécifiques. Je veux le 1 et le 3, mais je veux pas le 2. Donc je veux L de C1, 3. Je veux le 1, je veux le 3. Voilà, vous avez bien le 1 et vous avez bien le 3. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc question 3, regardez bien comment les choses se passent. On cherche maintenant à accéder aux différents éléments de la liste par des références directes. Parce que jusqu'à maintenant, regardez ce qui s'est passé. On va revenir sur celui-là, là, tiens. L1, regardez ce qui s'est passé. Eh bien, ok, j'ai bien accédé, on le voit fondamentalement, là, j'ai bien réussi à accéder à l'élément 1. Mais il y a cette histoire de double crochet juste avant. Donc, oui, j'ai récupéré le vecteur, mais c'est bizarre, on se dirait que c'est comme si on pourrait se dire que il y a quelque chose de particulier. Et ce symbole que vous voyez là, ça vient du fait que j'ai une liste et que je ne parle pas directement de ça. Je l'ai bien récupéré, hein, je suis bien en train de parler du premier élément, hein, qui est un vecteur, mais je ne l'ai pas exactement. Je ne peux pas directement travailler avec. Si vous voulez vraiment travailler avec, il faut mettre le double crochet. Donc là, on l'a. Si vous mettez bien, vous le voyez ici, L crochet crochet, donc là j'ai le vecteur et j'ai uniquement le vecteur. Donc là, c'est exactement un vecteur, vous pouvez le manipuler, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Et pareil pour L, crochet crochet 2. Tac, j'ai uniquement la matrice, c'est rien que la matrice. Et L crochet crochet 3, j'ai uniquement la chaîne de caractères. Voilà. Donc il faut juste savoir, en fait, si vous voulez vraiment manipuler directement les éléments d'une liste, en gros, avec une liste, vous fabriquez une liste qui contient différents éléments, et pour pouvoir vraiment parler spécifiquement d'un élément, il faut utiliser 2 crochets. Ensuite, question 4. Donc c'est juste pour... bon, voilà, c'est vraiment un entraînement tout bête. Vous pouvez faire length, donc ça vous donne la taille de votre liste. Vous pouvez faire un is.list de L qui va vous dire true. Oui, bah oui, on a bien une liste, d'accord. Donc ça c'est vraiment juste pour vous entraîner.
la question 5, c'est pour donner des éléments, des noms aux différents éléments. Donc ça, c'est important, comme le reste. Regardez, si je tape simplement L avec la commande qu'on a tapée avant, là, qui est ici, ligne 78 chez moi, eh bien, il n'a pas pu donner des noms. C'est pour ça qu'on a ces fameux doubles crochets, là. Il me dit, bah voilà, l'élément 1, finalement, bah, c'est ça, l'élément 2, c'est ça, etc. Et vous pouvez aussi, en R, donner des noms aux éléments de la liste. Donc cette fois-ci, c'est bien liste, comme on avait là, sauf que vous allez donner des noms. Donc vous allez dire, par exemple ici, bah, le premier, je l'appelle V, et il va contenir V. Le deuxième, il va s'appeler M, et il va contenir M. Et le troisième, il va s'appeler CH, et il va contenir CH. Évidemment, vous pouvez changer les noms. Hein. Les noms sont à gauche. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous choisissez ce que vous mettez là. Et là, et là. C'est vous qui choisissez le nom que vous voulez donner à vos... Et donc là, regardez, cette fois-ci, quand j'affiche L, eh bien, j'ai le symbole de l'art, et ça, c'est quelque chose que vous connaissez, parce qu'on l'a déjà vu avec les data frames. Donc vous avez le droit de faire L, $, et hop, vous pouvez accéder directement aux différents éléments de la liste. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Hein. Voilà, donc là, je vous le mets dans votre correction. C'est ce que je viens de dire. Donc je recrée un chunk, hop, je peux directement accéder voilà, aux différents éléments. Hop, vecteur, matrice, chaîne de caractères. Et ensuite, question 7. Définir une fonction prenant l'entrée un nombre entier n et renvoyant en sortie une matrice carrée de taille nn, ainsi qu'un facteur à n éléments. Alors ça, c'est très important. Et peut-être que vous l'avez déjà vu, en fait. On a un gros problème en R, c'est quand vous faites une fonction, regardez, on va revenir sur le TD6 correction, c'est quelque chose qui est complètement évident, regardez, je sais pas, on va prendre une des plus simples qu'on ait faites, par exemple celle-ci, vous faites un return. Enfin, vous avez l'habitude de le faire, ça vous renvoie le résultat de votre fonction. Et quand vous faites un return, vous pouvez mettre qu'une seule chose ici. Donc comment vous faites si votre fonction fait quelque chose d'assez compliqué, qu'elle calcule plusieurs choses et que vous voulez renvoyer plusieurs résultats? Dire, je renvoie ça, et je renvoie ça, et je renvoie ça. Ben, il vous faut une astuce. Parce que normalement, par défaut, return, ça renvoie une chose. Par exemple, ça renvoie une matrice, ou un vecteur, ou un scalaire, etc. etc. Mais une seule chose. Et bien là, grâce aux matrices, vous allez pouvoir faire les deux. Donc, regardez, je vous montre un exemple. Je fais un copier-coller à nouveau. Je fabrique une fonction qui s'appelle sample, donc pour sampling en anglais, donc pour du tirage aléatoire. Je fabrique une matrice comme avant. Donc là, normalement, quand vous voyez ça, vous ne devez pas hésiter. Parce que cette forme-là, c'est la 3e ou 4e fois qu'on la voit. Qu'est-ce que je fais? Une matrice, combien de lignes? N, combien de colonnes? N, donc il y a combien d'éléments à l'intérieur? N fois N, et donc copier-coller, boum. Je fabrique au hasard N fois N éléments, donc N carré éléments, à partir d'une Bernoulli, de paramètre 0,5. Donc je fabrique une matrice et je fabrique un vecteur. Voilà, là derrière, ce sont les mêmes idées qu'il y a derrière. Et là, si vous voulez renvoyer les deux, vous voulez dire, ben voilà, j'ai fabriqué une matrice et j'ai fabriqué un vecteur, vous fabriquez une liste, comme on vient d'apprendre de le faire, avec une matrice et un vecteur, et vous faites un return de ça. Donc flèche verte pour tout générer. Et là, on peut l'essayer, cette fonction, on vient de la déclarer. Donc on va l'utiliser, cette fonction simp, et donc typiquement on peut faire un simp de 10, on y va, entrée, voilà. Vous pouvez même le stocker si vous avez envie, donc par exemple, résultat, et quand vous regardez ce qu'il y a dans res, de là, bah, vous avez récupéré et la matrice et le vecteur. Donc vous avez bien récupéré deux résultats de la fonction. Et ensuite, même question, cette fois-ci en mettant une valeur par défaut, donc ça c'est quelque chose que je vous montre en fait, c'est quelque chose qui est utile quand vous faites une fonction, je vais faire un copier-coller ici. Vous pouvez dire, ok, bon là j'ai demandé explicitement à ce que on me donne une valeur hein, pour fabriquer la matrice de bonne taille, mais vous pouvez aussi dire,
Si jamais on ne me la donne pas, je vais fixer par défaut à 50. Donc là, c'est... Cette fois-ci, ben, là j'appelle la fonction 100, j'ai rien mis, donc par défaut, la valeur de n va être mise à 50. Et si j'appelle 10, bah, ça va faire comme avant. Vous voyez, ça c'est 10 comme avant, c'est la bonne taille. Mais je peux aussi dire, si je mets rien, si je mets rien, alors cette fonction-là, il faut évidemment que je la recharge, parce que sinon ça va pas marcher. Si je mets rien, bah, ça marche quand même. Ça marche quand même, parce que là, j'ai rien mis, et il a initialisé à 50. Voilà, donc ça termine. Je vais vous générer le HTML associé. Voilà. Et donc, il termine en fait la première partie de ce cours de R. Vous avez toutes les solutions qui sont dedans. Alors là, je vais peut-être mettre une valeur par défaut un petit peu moindre, parce que sinon, ça va vous faire un fichier HTML qui est grand pour rien, en fait. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir une valeur par défaut. Et vous avez la solution à toutes les questions. Donc, je vous demande simplement, en fait, pour la semaine prochaine, pour le 9 avril, de travailler sur cette idée, de faire les choses, et de générer votre HTML. Donc je vous rappelle, le raccourci c'est du CTRL-SHIFT-K, ou alors sinon vous faites simplement knit et HTML. Voilà. Envoyez bien le résultat en HTML, vous le mettez sur Moodle, et le Markdown et le HTML. Donc on a tout fait ensemble, donc c'est juste vous reprenez ça, vous le faites vous-même, vous l'écrivez et vous générez votre HTML. Voilà. Et si vous avez des questions, à nouveau, ce jeudi, on a un chat qui est ouvert sur 10h30 midi. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour tout. J'espère que vous vous portez bien.